Alors, bonjour. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette sous-plénière Faire converger les arts, la culture et la promotion de la santé, constats scientifiques et pratiques internationales innovantes. Alors, avant de démarrer, permettez-moi de vous présenter Monsieur le sénateur René Cormier, qui co-animera cette sous-plénière avec moi. Alors, l'honorable René Cormier possède une longue feuille de route professionnelle dans le domaine des arts et de la culture en tant qu'artiste et gestionnaire culturel. Avant son entrée au Sénat en 2016, il a œuvré pendant près de 40 ans pour assurer une meilleure intégration des arts et de la culture dans toutes les sphères de la société acadienne et canadienne. Il a notamment travaillé en étroite collaboration avec le secteur de la santé et du mieux-être au Nouveau-Brunswick et au Canada. Merci Julie, merci. Bonjour tout le monde. Alors à mon tour de vous présenter la co-animatrice Julie Lévesque. Elle est conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec et présidente du Réseau francophone international pour la promotion de la santé. Julie a œuvré une vingtaine d'années à promouvoir et soutenir la stratégie des villes et villages en santé. Je suis donc très heureux de co-animer cette sous-plénière avec elle. Merci. Donc, avant de passer la parole à nos grands conférenciers et nos panélistes, j'aimerais vous rappeler les principaux objectifs de cette sous-plénière. Donc, dans un premier temps, on souhaite discuter de l'état des connaissances scientifiques, méthodologiques et pratiques liées au croisement entre les arts, la culture et la promotion de la santé. On vise également à identifier les bénéfices sur la santé et le bien-être des populations de réaliser ces croisements. On veut également vous présenter plusieurs exemples d'interventions, de pratiques en promotion de la santé qui croisent les arts, la culture et la santé. Et en panel, on va également discuter des conditions de succès à mettre en place pour faciliter ces croisements et également souligner les obstacles à relever. Donc, avant de passer la parole aux conférenciers, j'ai quelques détails techniques à vous communiquer. Vous avez la possibilité de poser des questions ou de partager des commentaires dans la section virtuelle qui est prévue pour cela. Donc, on vous invite à le faire tout au long des conférences ainsi qu'à la période de plénière et on se fera un devoir à certains moments de communiquer vos questions et commentaires soit aux panélistes ou aux animateurs. Donc, un autre élément important, nous sommes les gardiens du temps, René et moi, donc nous nous assurerons de faire respecter l'horaire prévu et nous vous remercions de votre collaboration. Alors maintenant, je laisse maintenant la parole à M. René Cormier qui va vous partager quelques réflexions en lien avec le thème de cette sous-plénière. La parole est à vous, Monsieur le sénateur. Merci beaucoup, merci Julie. Bonjour tout le monde, good afternoon. Le poète, essayiste et diplomate mexicain et lauréat du prix Nobel de littérature en 1990, Octavio Paz, déclarait, et je cite, que toute œuvre d'art est une possibilité permanente de métamorphose offerte à tous les hommes. En effet, les effets bénéfiques et transformateurs de l'art sont aujourd'hui clairement démontrés et connus, et plus que jamais, les artistes contribuent à la santé et au mieux-être de leurs concitoyens et de leur communauté. La pandémie de la COVID-19 est un exemple éloquent de la contribution des artistes au mieux-être des populations. Avec générosité, bienveillance, les artistes ont été nombreux à mettre leur talent au service des personnes les plus touchées par la pandémie, que ce soit dans les centres de santé, dans les centres pour personnes âgées, dans les hôpitaux ou carrément dans la rue. Les artistes sont des créateurs de beauté et des passeurs de sens qui offrent de nouvelles visions du monde, ou la leur en tous les cas. Face à l'horreur et à la douleur, devant les drames individuels et les grandes tragédies, ils et elles proposent des œuvres qui font entrer de la lumière dans les zones d'ombre, contribuant au bien-être et à la cohésion sociale et à la santé de nos populations. Cela dit, le lien entre l'art, la culture, la santé et l'identité d'une personne et d'une collectivité sont multiples et complexes. D'une part, nous savons que l'origine culturelle, par exemple, joue un rôle essentiel dans la santé d'un individu, puisqu'elle est à la base de son identité, de ses croyances et de ses valeurs. Le contact avec l'art, la culture et le patrimoine est dans ce sens un outil privilégié de construction de l'identité d'une personne, favorisant son mieux-être et sa santé globale.
D'autre part, nous savons aussi que la santé et le bien-être d'un individu sont intrinsèquement liés au mieux-être de la communauté dans laquelle il évolue. Aussi, notre manière d'aménager culturellement nos territoires et nos communautés est un facteur déterminant pour assurer la santé de nos concitoyennes et concitoyens. Au cours de mon parcours professionnel comme artiste et gestionnaire culturel, j'ai eu le grand privilège de diriger un important projet sociétal visant l'aménagement culturel des territoires de la société acadienne. Cette approche de développement selon laquelle tous les secteurs de la société sont mis à contribution pour élaborer et réaliser ensemble des initiatives d'intégration de la culture, des arts et du patrimoine dans leur territoire a été déterminante et instrumentale pour faire converger les arts, la culture et la promotion de la santé en Acadie. Il a fallu beaucoup d'ouverture entre le secteur culturel et celui de la santé pour réussir cette convergence. Beaucoup de collaboration entre les instances gouvernementales et la société civile. Le travail en silo, les visions et les approches différentes, le vocabulaire propre à chacun, les défis d'identification d'objectifs et de stratégies communes ont été autant de défis à surmonter tout au long de cette démarche. Il a fallu développer ensemble des outils pédagogiques afin d'accroître nos connaissances réciproques, imaginer des interventions inspirantes pour tous, identifier les conditions de succès et élaborer des politiques publiques cohérentes, tant au niveau national que municipal. Ce sont autant d'aspects qui seront sans aucun doute abordés aujourd'hui dans cette sous-plénière. Nous savons tous que la santé n'est pas qu'une question de soins hospitaliers, évidemment, et que l'impact des arts et de la culture sur la santé d'un citoyen dépasse largement les murs des hôpitaux. Cela dit, en terminant, permettez-moi tout de même de vous raconter une histoire qui témoigne de la force de l'art dans le mieux-être d'un individu, et ce, même en fin de vie. Durant mes études théâtrales en France, je côtoyais des amis artistes danseurs qui œuvraient dans les hôpitaux et les résidences de soins palliatifs. Toutes les semaines, ils se présentaient dans une institution de santé et à la nuit tombante, ils proposaient aux patients de courtes danses improvisées dans leur chambre ou parfois dans les couloirs de l'établissement. Les danseurs invitaient les malades à choisir eux-mêmes la musique sur laquelle les danseurs performeraient. Certains choisissaient des airs d'opéra, d'autres des succès de la chanson française, et les danseurs s'adaptaient à leurs demandes. Un jour, ce couple d'amis danseurs est revenu bouleversé de sa rencontre avec un patient. Laurent et sa collègue danseuse Doriane avaient dansé dans la chambre de cet homme qui était manifestement en fin de vie. Malgré la douleur physique qu'il ressentait, cet homme a demandé à se lever. Et à la fin de la performance des deux artistes, il s'est approché des danseurs et il leur a dit « Je pensais n'avoir plus rien à vivre. Et pourtant, je viens de vivre un des plus beaux et les plus intenses moments de ma vie. » Il a poursuivi en disant que le temps d'une danse, il avait oublié sa peine, sa douleur et que sa peur de mourir avait enfin disparu. Il termina en chuchotant à l'oreille de Thierry « Maintenant, grâce à vous deux, je suis prêt à partir. » Il est décédé paisiblement dans les heures qui ont suivi. La rencontre avec l'art est à la fois une source de guérison, mais aussi une quête spirituelle, car il nous met en contact avec notre intimité la plus profonde. Voilà un exemple qui met en lumière l'importance de ce croisement dont nous allons discuter aujourd'hui, ce croisement si essentiel entre l'art, la culture et la santé. Alors maintenant, entrons dans le vif de la rencontre et je vais vous présenter nos conférencières d'aujourd'hui. It is now my pleasure to introduce our two keynote speakers, Dr. Hope Corbin and Dr. Mariana San Martino, co-authors of the book Arts and Health Promotion, Tools and Bridges for Practices, Research and Social Transformation. Dr. Hope Corbin is Associate Professor in Health and Community Studies at Western Washington University. Her recent book, Art and Health Promotion, Tools for Practice, Research and Transformation, explores how incorporating the arts in health, promotion, practice, research, and action provides a promising pathway to transformation, liberation, and healing for individuals, settings, communities, and societies. She is also Vice President of the IUHPE's North American region. Dr. Mariana San Martino works for the National Board of Scientific and Technical Research, CONICET, in La Plata, Argentina. She served as an author and editor for Art and Health Promotion, Tools and Bridges for Practice, Research, and Social Transformation.
Welcome to you, Dr. Corbin. Bienvenida a San Martino. A special thanks to Dr. San Martino, who speaks mainly Spanish, but accepted in a very generous way to deliver her speech in English. Mesdames, the floor is yours. Great. Thank you so much for this opportunity to speak. And I would just also like to say that Mariana and I actually worked together on the book with Emily Hennessy as well as Helga Urka. So the four of us were editors on the book that we'll discuss a bit of, along with 61 contributors, many of whom are actually here today in the audience. So thank you very much for that kind introduction, and we can jump into the presentation here. There is a slight delay with advancing the slides. Okay. Here we go. So the outline for our talk today is we will take a look at the evidence for, I think, are you showing the correct slide on the program screen? It looks like the sponsorship slide to me. So we'll make sure. Yeah. Well, Here we go. Yes, here's the slide. Thank you. Okay, great. Okay. So the outline for our talk, we'll be going over some of the evidence for the potential for art and health promotion. Mariana will talk about the evolution of this innovation since we've been working on the book, and in this work, we'll discuss some of the experiences of using art for health promotion that is contained within our edited volume. We'll discuss some of the opportunities that we see based on that project and some of what we think is needed for the future. So I'll begin by talking a little bit about some of the recent evidence reviews. So Daisy Fanning-Court has been really leading a lot of this research with her colleagues. She's been exploring the evidence base for improving health and well-being through the arts. The WHO Europe report is quite an ambitious piece of work. They examined over 3,000 studies. All of those studies were published in either English or Russian, and they did a scoping review looking at papers with a range of study designs, from uncontrolled pilot studies to randomized controlled trials, from cross-sectional survey data to nationally representative cohort studies, individual case studies, and community-wide ethnographies. So in that Europe report, they identified 3 themes after looking at over 3,000 studies. One was that there's a substantial body of evidence that of the health benefits of using art-based methods. The second theme was that art holds the promise for tackling complex problems for which there's currently no adequate solutions. And then the third theme is that the evidence base shows either equivalent or better cost effectiveness versus other kinds of health interventions. In the UCL study, they are really building on this, the larger review that was under the auspices of WHO. And there they looked particularly at 3 kinds of outcomes: social outcomes, youth development outcomes, and the prevention of mental and physical illness. So using the form body of evidence matrix, they ranked those findings as either strong evidence that these are
meaningful interventions, grade A, or promising, which they gave a grade B, and weaker evidence with grades C and D. So the grade A evidence that they determined from the reviews that they did was the use of music to support infant social development, the use of book reading to support child social development, the use of music or reading to develop speech and language development in infants and children, the use of arts to support aspects of social cohesion, the use of arts to improve well-being, and well-being in the sense of positive psychological factors, which we know is not the whole story, which we'll talk about in a session on well-being policy later this afternoon. But definitely arts has helped in that positive psychological well-being in adults, and the use of arts to reduce physical decline in older age. So there's also some critiques of this work. Sorry, I advanced the slides too fast. So while this review is exciting and it's really, I think, gives us a lot of affirmation of the work that we've been doing in arts and health promotion. There's also some aspects that we need to be careful of when examining the evidence. It's important to recognize that, as with all, strategies with health promotion, there's no panacea. Just because it uses art does not mean that it's necessarily a well thought out or effective intervention. There's also, we have to examine to recognize that there's a publication bias toward art projects that have had good outcomes, and we may not know as much about projects that have had negative outcomes because there's a bias against publishing those kinds of papers. There's also a focus in the reporting on art on short-term outcomes rather than long-term outcomes. So we certainly need to focus some future research on that. And there's also numerous critiques, and whether this critique comes up, whether we're talking about like at the individual level, at the organizational level, or at the societal level, that, is using art in an intervention a distraction from larger issues that that might be contributing to it? So whether it's having workplace activities that maybe lift morale in the moment, but don't address larger organizational problems, or likewise at the societal level or even at the individual level. So those are some of the reflections on the evidence, and I'm going to hand it over to Mariana to talk about the next slide. So just hit the button, Mariana. There we go. Thank you, Hope, and thank you, everyone, and thank you for the patience, because my English is not my best thing. Even worse now that I have the French in my head also, and everything is mixed. Please let me know if what I say doesn't make sense. And it's okay. So we wanted to share also to add to Hope's reflections about what we know, what are the critiques in a general way. We wanted to bring our personal and collective experience to this meeting, which is very significant for us, because we remember we started at 2011, 2012, thinking about when we faced in the network of young people from WIPES, from this union, we thought how to make a subplenary, and we faced with the challenge that we were talking in different languages, and communicating between ourselves was a little complicated. And that's how, from this challenge, we saw this opportunity. And when we thought, how can we talk about health without using words?
the arts came into the table like an evident answer. And as some of us were working with arts in our health promotion research and practice, we thought it was a good idea to make a special subplenary, not bringing people sitting in a table, but bringing like a gallery of art where we can show our work, and where also people of the subplenary participants of the subplenary could also make questions to our works and also put their hands in work with a concrete art proposal to build in a collaborative way in that session in Mexico. And then it was so successful and so well seen, this proposal we made, that we repeated it in other conferences, and we also had the opportunity to make this book that I am going to talk about. And we can see, we were talking with Hope, we can see in this quick timeline and this subplenary that is going on today a very powerful story that we are, all of us, we are living from this first and little subplenary to such an important subplenary where arts are put it in really in the deserved protagonic place to bring us answers to work with health promotion. And that's how one of these in this little story I told you, we received the invitation from Springer to write this book, and it was another we took it like a signal. This crazy idea of 2012, it was not so crazy. There is a lot of people. There are a lot of people working with arts and health promotion, not from 2012, from almost always. And we took this invitation of this book like an opportunity to bring some thought and some reflections and some experiences from all around the world, from people that work with different health subjects and with different arts experiences and arts languages. And that's how we invite these 61 authors to write about their experiences. And we organized the book in 3 sections because we think that we should go beyond the first romantical approach to arts and see all the power that we have in our hands when we work with arts. We can tell really strong stories. For example, we can use and think about the power of arts to help us in our research, to help us in a creative way and in a way that can approach us to people as researchers to people in a more deeply way than an ordinary or a normal way of doing research. And that's, I'm not going to talk, I am just showing you some photos, hoping that you have a lot of so hoping that you want to see the book. And the book is it's free. It's an open access. It's an open access book. I share the link so if someone can share with the public, because there are powerful experiences shared in this book, that stories that are telling behind research projects and also behind social transformation projects. Arts, as Hope said, and as you already know, that's why we are here, I think,
it's a very, has a lot of potential in social transformation, and hope we at the final stage of today, hope we will bring some thoughts about this point. And you will find in the book a whole section from with chapters from different parts of the world, where this social transformation is told when using art. So hope to you. Great. Thank you so much, Mariana. I just want to go back just to this slide. I'm so moved by this image of the nurse or the doctor. I'm not sure if it's a nurse or a doctor holding her own hand in this image. And you know, we finished the book and submitted it in June 2020. So this was a notion about self-care, and we had not even seen yet the tests that our healthcare workers were about to experience. So I keep returning to this image over and over again because I find it so moving and particularly relevant in this moment. So I'll just briefly talk about the section of the book on practice. So there's, you know, throughout the book, we have so many examples of using art in different ways with different populations. We have contributions from 17 different countries. As I mentioned earlier, 61 contributors, and throughout the book, we have examples of people using ceramics, which is actually what you see in this picture. This is in a care home in Scotland with older adults. This picture here is from a project in Botswana using drawing to help adolescents who are grieving a parent who was lost to AIDS. The picture down here is looking at the history of community theater in Japan. And then the Loma Food Project was a school-based initiative with school children learning about nutrition through making art out of food and learning to cook. So we have experiences of you know, using music, using movement, using poetry, just a range of different groups of people and different methods. So it's quite exciting to see all of these different examples. So some of the opportunities that we identified, and this is really coming from the chapters that are present in our book, but when we think about art as an inclusive and non-elitist space, because of course, you know, museums and the whole curation of what's considered art is probably a topic for a different discussion. But art that's available to everyone can challenge it. It uses various forms of expressions and can really speak to a variety of audiences. So some people who might not be interested in a lecture on an art topic may be very interested in a dance experience about that same art, about that same health issue. It makes possible dialogues that are not even, you know, thinkable through words alone. So we can communicate viscerally through art in an important way. And I think that in our, you know, Western knowledge traditions and the way that we prioritize research and writing and speaking and extroversion and, you know, all of these very dominant individualistic ways of transferring information, art kind of throws all of that away, and people who have quite a bit to communicate are able to do it through means other than words, which is really important.
the ability to inspire, move, and summon from unconventional places. An example, as Mariana was talking about, these conference sessions that we had in Brazil, in New Mexico, in Mexico City, in New Zealand, we would create these spaces, and it was a regular conference. It was a regular IUHPE conference, but when people walked into the space and they saw the art on the walls and they heard music, we often had, live guitarist or at least music pumping through speakers. You don't know what to expect. It doesn't follow the same frame of reference. We can release our preconceived notions of what we think we're supposed to learn or what we will learn or what this person has in terms of their identities to teach. And so that really frees us to learn in more expansive ways. Art can enhance individual and collective capacities by, making order out of the chaos of our traumatic experiences. For instance, the drawings that I described in Botswana of, using drawing to help articulate our feelings of grief. Or there's another chapter in our book that is a story from Puerto Rico of gender-based violence advocates using many mixed forms of art to help to process of living through Hurricane Maria. And there is this power in deeply reflecting on our own experiences and then also seeing the connections that we have in those innermost vulnerable experiences to others and how we can grow our collective capacities in that way. Art also has this ability to accompany us and strengthen us through pain. I think that anyone that has had their heart broken has, I'm sure, found solace in songs about heartbreak and sad movies. So all of those things are relevant here. An example of that from the book is a chapter from Iran about using Rumi poetry to help get through the divorce experience of women. There's also multiple channels of expression. So, depending upon the art form, there's many ways to communicate. And because of this, it's really a privileged arena for the dialogue of knowledge. It's a way to communicate things that there's really no other expression of. It also, there's no tradition, there's no culture on the planet that does not have some kind of artistic form of expression. And so it allows that recovery and really the continuation of ancestral knowledge that is so important for us here. Of course, art can transform space, whether it is visual art that creates an aesthetic experience or whether it's music or dance. There is something that happens to the physical environment in a place where art exists. It also is a source of knowledge creation. And as Mariana was talking about these research methods, it also can be a liberatory, anti-racist, and decolonial approach to health promotion. And there will be a workshop later today at 7 p.m. That's really going to be exploring that through some activities. So I encourage you to find that in the program. So our final slide is really about the future. And I think that, for sure, it's absolutely vital that arts-based approaches are not just subsumed into like the normal research tradition or a top-down model of doing health promotion. It's really important that we make investment available for communities to develop their own projects. So it can be envisioned, created, analyzed, and implemented by communities for those communities. And we also, to the point that was one of the critiques that I mentioned about the evidence, we definitely do not need to distract. I mean, we don't want to use art to distract from larger social problems, but I think one of the
key opportunities of art and part of the social transformation that we describe in the book is that we think that art can really be used to advocate for social change, and that by sharing the experiences of people and leveraging that information, we can put into the consciousness of people that can make decisions the experiences of people that maybe they don't often listen to. So thank you very much for the time today, and it's been a pleasure to be with you. Thank you so much, Dr. Corbin and Dr. San Martino, for your thoughtful and inspiring presentation. And thank you for your generosity for sharing, giving us access to your book, which I'm looking forward to read. Julie, je vais maintenant vous céder la parole pour la présentation de notre prochain orateur. Merci beaucoup. Alors, j'ai le grand bonheur de vous présenter le prochain conférencier. Alors, Michel Vallée est le président-directeur général de Culture pour tous. Donc, Michel Vallée cumule plus de 25 ans d'expérience en culture à impact social, en médiation culturelle et en culture santé dans les collectivités. Auteur du guide pratique en médiation culturelle « Et si on se rencontrait », il a accompagné plusieurs villes et régions dans leur réflexion sur la citoyenneté culturelle, la participation citoyenne, la médiation culturelle et les actions jumelant culture et santé. Donc, Michel va nous présenter plusieurs initiatives et bonnes pratiques un peu partout sur différents continents. Je vous invite à l'écouter attentivement. La parole est à vous, Michel. Merci. Merci beaucoup, Julie. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis heureux d'être ici avec vous en ce moment et à quel point cette présentation revêt un caractère tout particulier pour moi. Je me présente un peu avant de nous lancer dans l'aventure des 20 prochaines minutes pour tracer quelques courants mondiaux en matière de culture et de santé. J'ai grandi, en fait, dans une petite municipalité industrielle du Québec, au Canada. Une municipalité dans laquelle régnait tantôt la violence, tantôt la criminalité, bref, des problèmes sociaux très importants. Au même moment, j'ai vu ma grand-mère adorée, ma mamie à moi, s'éteindre tranquillement dans une institution spécialisée, un peu comme on descend la lumière tranquillement, trop tranquillement, sans qu'elle puisse réentendre la musique qu'elle aimait, voir les films qu'elle aimait et être entourée des siens. En cette journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, on prend plus conscience de ce que sont ces éléments d'identité. Mais à l'époque, il y a une quarantaine d'années, on n'en avait aucune idée. Personnellement, me retrouver le linge arraché sur le dos, pitché dans la rivière, avec le sac d'école qui flotte à côté de moi, ça fait en sorte de réveiller le petit garçon qui s'est demandé « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que la vie soit plus belle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête? » Et quand on me demandait, enfant, « Michel, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? » je leur répondais un super-héros. Parce que moi, à l'époque, j'étais persuadé que Superman et Batman pouvaient tout régler ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'enfiler ma cape et de vous demander, chacun chez vous, partout à travers le monde, d'enfiler vos capes de super-héros et de me suivre à travers ce magnifique globe que nous allons traverser, faire des petits allers-retours pour découvrir d'autres super-héros à travers la planète qui font une différence dans leur collectivité et qui ont compris que la culture peut influencer la santé. Plus que ça, je vous le prouverai à la fin de mon allocution, que la santé peut sauver des vies, que la culture peut sauver des vies, excusez-moi. Santé, c'est sûr. Mais que la culture peut appuyer la santé là-dedans. Puis on va aller voir ce qui se passe tout de suite du côté de la Colombie. À Medellín, créé
il y a 24 ans maintenant, le réseau de pratiques artistiques et culturelles permet à différents groupes et organisations artistiques et culturelles de toute la ville, avec le gouvernement local, permet de garantir les droits culturels des enfants, des adolescents et des jeunes. Cette initiative à caractère communautaire et de santé soutient chaque année plus de 1700 enfants à travers la ville. Plus de 1700 enfants et jeunes de 16 communes, 5 cantons, leur offrant diverses opportunités de s'exprimer, de créer des réseaux d'entraide, des réseaux de vie, d'amitié, de gens qui vont être là pour vous appuyer toute votre vie. On poursuit notre tour ici au Canada, du côté de Longueuil, où on a parlé de santé mentale d'une façon particulière. Que tu es formidable sous ton parapluie. Initier les enfants, mais aussi les adultes et les aînés à la santé mentale, ce n'est pas chose simple. Avec une artiste, des parapluies ont été créés, un peu comme des bulles qui nous protègent, pour pouvoir parler de santé mentale. Ce qu'on a fait ici, c'est démystifier les problématiques de santé mentale pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir faire en sorte que dans notre communauté, on fait partie de ces agents de changement et ces agents d'accueil de la santé mentale pour pouvoir aider, aller à la rencontre de l'autre. En Nouvelle-Zélande, je vous présente une de mes super-héroïnes préférées, une idole, je vous l'avoue. Il s'agit de Billie Jordan. Billie Jordan est aide-soignante. Elle travaille dans des institutions où des personnes âgées venaient pour répondre à plusieurs problématiques de santé physique, notamment et mentale aussi. Billie Jordan a une passion dans la vie, le hip-hop. Alors, elle a cumulé, ou plutôt elle a joint les deux, et ça a donné le Hip Hop-Operation, qui est carrément une troupe de danse hip-hop d'aînés en perte de mobilité. Et imaginez-vous donc, en quelques mois seulement, ils se sont retrouvés à des grands championnats mondiaux de hip-hop à Las Vegas. Même un documentaire a été fait sur l'expérience de Hip Operation. Je vous invite à aller fouiller sur le net pour trouver ces expériences fabuleuses, mais surtout des aînés qui se sont pris en main et au niveau de leur santé physique, mais aussi la création de liens durables pour pouvoir les aider dans la suite. Je vous présente une autre de mes idoles, une autre super-héroïne, qui est du côté de Sherbrooke, ici au Québec, au Canada. Cette héroïne est la directrice artistique et cofondatrice du Théâtre des Petites Lanternes, donc de Sherbrooke. Cette troupe de théâtre a révolutionné la médiation culturelle, le théâtre de création inclusif, avec une participation citoyenne qui influence chaque création. À Québec, ailleurs au Canada et dans plusieurs pays sur la planète, plusieurs projets ont vraiment fait briller la troupe de théâtre, mais surtout ont fait en sorte que les citoyens qui étaient rejoints ont pu participer activement à leur rétablissement. Avec des projets aussi importants que la Grande Cueillette des mots, comme un grand trou dans le ventre, et le projet Monarque, on a parlé de sujets allant des traumatismes vécus par les anciens combattants jusqu'à la violence faite aux femmes et aux filles, entre autres en République démocratique du Congo. C'est vraiment exceptionnel ce qui se passe du côté du Théâtre des Petites Lanternes, et tout ça, on le doit donc à cette héroïne, Angèle Séguin. Je lui rends hommage aujourd'hui. C'est trop important ce qu'elle a fait et c'est trop important l'influence qu'elle a laissée à tellement de travailleurs culturels. Projetons-nous maintenant du côté de Torres Vedras, au Portugal. On poursuit notre vol avec notre cape de super-héros pour aller en découvrir d'autres, sous un projet extraordinaire qui s'appelle « Au cœur de mon enfance ». Lancé en 2014, le projet « Au cœur de mon enfance » a fait en sorte que les enfants et les jeunes de Torres Vedras ont accès pour leurs cours en histoire et leurs cours sur la communauté aux aînés. Ce sont les aînés qui deviennent le fondement
de cette pédagogie dans toutes les écoles et auprès des enfants et des jeunes de Torres Vedras. Imaginez, les enfants vont créer des actions culturelles à partir des histoires racontées par les aînés. Les histoires qui sont racontées, cette mémoire vivante incroyable que nous laissent les aînés, bien, on l'écoute, on la prend en note. Certains jeunes vont faire un livre d'histoire de la vie de l'aîné en question, vont l'illustrer avec leurs dessins et vont le remettre à l'aîné. Certains spectacles de chorale vont se baser autour des chansons que les aînés chantaient quand ils étaient enfants. Et donc, les enfants se sont appropriés par la suite. Certaines expositions, certaines danses se font dorénavant à partir des mémoires des aînés. Et les aînés, les enfants, les jeunes, collaborent ensemble pour créer tout ça. Si on n'a pas là un vivre ensemble harmonieux, je me demande bien ce que c'est. Puisque cet exemple-là prouve à quel point l'éducation, la culture, jumelées ensemble dans un plus grand vivre ensemble et dans une santé globale des collectivités, peut arriver à des résultats exceptionnels. Encore quelques photos ici. Et là, je m'en vais du côté de Lac-Mégantic au Québec, qui est pour nous quelque chose d'extrêmement émotif ici au Québec et dont on va pouvoir entendre parler tantôt aussi sur la table ronde, puisque Mélissa Généreux, le docteur Mélissa Généreux, a vécu de près avec la collectivité de Lac-Mégantic ce qui s'est passé là-bas. En effet, le 6 juillet 2013, la petite communauté de Lac-Mégantic était le théâtre du pire accident ferroviaire de l'histoire du Canada. En une nuit, 47 victimes, et tout un centre-ville a été décimé. La culture est entrée là-dedans comme un baume, comme un médicament. Le parcours du marcheur d'étoiles est devenu 48 sculptures monumentales, un circuit touristique, un balado pour découvrir l'histoire et le présent de la ville, 2 kilomètres pour vous entrer au cœur d'une communauté, de son histoire et de ses rêves pour le futur. Même une bande dessinée documentaire a été faite. Vous voyez comment la culture peut parler de choses peut-être qui deviennent rapidement tabous dans une collectivité pour empêcher justement qu'elles le deviennent. Retournons au Portugal. Famalicão. Du côté de Famalicão, on fait du cirque avec des adultes en déficience intellectuelle et en handicap physique. Imaginez leur fierté. Toutes les semaines, ils vont pratiquer, ils vont apprendre des arts du cirque et, par la suite, font un grand spectacle aux yeux de toute la communauté. Prendre un projecteur et le diriger vers ceux qui, trop souvent, sont à l'ombre ou qui ont parfois, je dirais presque tout le temps, l'impression qu'on veut les cacher quelque part. Et si on les mettait sur scène? Et si on comprenait un peu plus ce qu'ils étaient? Et si on allait simplement à leur rencontre? C'est ce que fait Famalicão avec ce projet extraordinaire. Bassano en Italie. On a notre ami Jordi qui est également sur la table tantôt, qui va pouvoir nous en glisser quelques mots. J'ai été époustouflé par ce projet incroyable qui permet de... Attendez, je vais juste prendre mes notes ici. Le projet s'appelle Dancewell, qui permet de faire des recherches sur le mouvement chez les patients atteints de Parkinson. La danse avec la famille, avec les proches des patients en Parkinson, eux-mêmes bien sûr, fait en sorte que oui, on fait des recherches sur le mouvement, mais on reprend possession de notre corps, on reprend possession quelque part de notre entourage qu'on veut serrer dans nos bras, on se permet une créativité et une folie, et c'est dans plusieurs lieux à travers Bassano, donc en Italie, que ce projet-là est mené. Un projet formidable où on peut enfin se dire les vraies choses et arrêter d'être seul à noircir notre interprétation de ce qui nous arrive. Tellement touchant, tellement impressionnant de voir à quel point la culture peut vraiment tout changer. À quel point la culture nous ramène à nous, d'une façon personnelle, mais aussi à nous,
d'une façon collective, en créant la rencontre, en créant, comme à Vaudreuil-Dorion, ici au Québec, au Canada, des expériences extraordinaires que j'ai eu le privilège de vivre, étant donné que je me permets de vous présenter un projet que j'ai initié avec la formidable ville de Vaudreuil-Dorion, une équipe exceptionnelle et des artistes d'exception, où on a décidé de faire de la médiation culturelle la porte d'entrée vers l'autre. En fait, ce que je me dis depuis toujours en médiation culturelle, c'est qu'on ne peut pas respecter ce qu'on ne connaît pas. Alors imaginez quand une ville comme Vaudreuil-Dorion passe de 17 000 habitants à 40 000 habitants en moins de 20 ans, d'une ville entièrement francophone, à pratiquement 100%, à 60% qui ne parlent plus français à la maison. Imaginez la transformation sociale. Imaginez à quel point ça peut être bouleversant. Alors, on a implanté avec les élus le projet « Je suis ». Je suis 3 petits points qui nous ramènent à chaque personne. Je suis qui dans ma communauté? Je suis quoi dans ma communauté? Et c'est donc à partir de ça que toutes les actions de médiation culturelle et de rencontres ont été créées. Et si on se rencontrait? Et si on se rencontrait en tant qu'aîné, plutôt que d'être seul en institution comme ma grand-mamie, mais qu'on puisse se développer des réseaux d'entraide et d'amitié, et que ce sont les artistes qui créent ce prétexte-là. Et si on se rencontrait dans un autre cadre avec nos parents à la bibliothèque ou lors de d'autres activités pour s'assurer que les parents ne font pas que déposer les enfants à la bibliothèque pendant qu'ils vont faire autre chose, mais s'assurer qu'il y a un véritable contact, un véritable échange. Et c'est l'artiste, c'est les arts qui peuvent créer ces moments-là d'exception. Créer ces moments-là d'exception également quand on vient de partout à travers le monde. Si la ville de Vaudreuil-Dorion démographiquement a explosé, c'est à cause de nouveaux citoyens qui sont arrivés. Bien, ces nouveaux citoyens ensemble ont créé ce que vous voyez, pour apprendre à se connaître. Parce que comme je le disais, on ne peut respecter ce qu'on ne connaît pas. Alors mon pari avec la médiation culturelle, c'est de créer la rencontre. C'est de se dire que, en rencontrant l'autre et ses différences, automatiquement, on va le respecter, parce qu'on va le connaître, parce que ça va être devenu quelqu'un de mon entourage. La médiation culturelle nous a permis de réaliser des projets extraordinaires, entre autres à cet endroit, qui est une ancienne gare à Vaudreuil-Dorion, où un groupe d'adultes en santé mentale ont été rejoints par un artiste d'exception, John McCrae, qui est allé les voir en leur disant « Qu'est-ce qui vous agace le plus dans votre communauté? » Une personne a répondu « Les gens chez nous ne veulent pas nous voir. On fait peur au reste de la collectivité, alors on ne sort pas. On reste chez nous parce que la santé mentale, ça fait peur. » La deuxième chose qui est sortie, c'est les petits bouchons de pilules qu'il faut aligner la petite flèche avec le petit trou pour réussir à l'ouvrir. Ça, on trouve ça vraiment harassant. L'artiste est parti, a fait un appel sur Facebook. En une semaine, il a ramassé 25 000 bouchons de toutes les grosseurs et de toutes les couleurs pour prouver à ces adultes, à ces citoyens exceptionnels qui ont des problèmes de santé mentale, que la population ne se foutait pas d'eux. Ils ont créé une œuvre, mais avant tout, ils ont créé un groupe solide, un groupe fier de présenter cette œuvre avec des milliers de bouchons. Mais surtout, 2 dames qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Michel, on sait que tu donnes des conférences et des formations partout à travers le monde. Avant, on ne voulait pas être prise en photo. Maintenant, peux-tu nous présenter? On serait fiers de faire partie de toutes les conférences. » Et c'est un pacte que j'ai tenu avec eux depuis plusieurs années. Alors, c'est pour ça que je vous les présente ici. Simplement la fierté. Non pas de vivre avec la santé mentale, mais de se prendre en main, puis d'être qui elles sont. Avec des jeunes, lorsqu'on fait des fresques, lorsque les jeunes se demandent s'ils ont leur place dans leur collectivité, on crée la différence. En créant la rencontre entre différents groupes, en jumelant, par exemple, un groupe d'aînés qui se retrouvent à chaque semaine pour faire de l'artisanat, et on les mixe avec la communauté haïtienne.
ou la communauté indienne de l'Inde pour créer la rencontre, pour créer des moments à saveur d'éternité. Et surtout, pour créer des rencontres improbables qui vont nous permettre de construire notre collectivité avec les personnes qui sont autour de nous, avec qui on est, avec notre identité. Quand on parle aux jeunes qui font du graffiti dans la rue, ben, on est capable d'aller loin et de rêver avec eux. Ici, vous voyez l'image d'une exposition qu'ils ont faite en graphe, parce qu'au lieu de leur taper ses doigts en disant « Ce que tu fais au niveau du graffiti, c'est pas bon, c'est pas beau », on leur a dit « Non, tu as du talent. Viens-tu, on va te donner des ateliers pour enseigner ton art du graffiti. » Et ils ont enseigné l'art du graffiti, ces jeunes-là qu'on réprimandait la veille, donnaient des ateliers dans les parcs et dans les résidences pour aînés, pour montrer aux aînés comment faire du graffiti, pour montrer aux jeunes aussi, et à tous les adultes, comment faire du graffiti. Et c'est quand le curé de cette église a vu ce projet-là en disant « Je veux exposer ces œuvres-là dans mon église pendant 1 mois ». C'est ce qu'il a fait. Et on a fait aussi une grande campagne de sensibilisation sur la place qu'ont les jeunes dans leur collectivité. Vous l'aimez, cette photo-là? Attendez la suivante. Je vous avoue, c'est ma préférée. Comment on réussit, avec la santé et la culture jumelées ensemble, à projeter des adultes en déficience intellectuelle, ici les artistes du bonheur, au cœur de leur collectivité. C'est vraiment l'ensemble de ces activités-là qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, puis les activités d'ici au Québec, au Canada, dont on est très fiers, mais également à travers le monde. L'organisation que j'ai le privilège de diriger maintenant, Culture pour tous, organise à chaque année les Journées de la culture. Depuis 25 ans maintenant, 25 ans l'an dernier. L'an dernier, en pleine pandémie, 2000 activités en 3 jours. 2000 activités pour se retrouver dans notre communauté. 2000 activités pour réapprendre ce qu'est notre culture, la culture qui nous identifie, la culture qui fait simplement qu'on est ensemble et qu'on est bien. Et également, un beau projet à travers tout ça, une chanson à l'école, l'an passé avec la grande artiste québécoise Ariane Moffat, a réuni plus de 300 000 jeunes. Maintenant, je termine simplement par un court vidéo qui va vous montrer des clins d'œil de la population de Vaudreuil-Dorion dont je vous parlais tantôt, parce que je veux que vous voyez en image ce que culture et santé peuvent faire ensemble. On est prêt pour la vidéo. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin, je veux voir comment c'est là-haut, car de mon bras me tient ma main, un peu plus haut, un peu plus loin, je peux aller encore plus loin, laisse mon bras me tient ma main, je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, je laisse ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, 6 pas, encore un saut et je suis là. Là aussi je ne tombe pas. Non, j'y suis, je ne tombe pas. Tu voyais le monde au fond là-bas, c'est beau, c'est beau, la mer plus petite que soi, mais tu ne la vois pas.
où que vous soyez à travers le monde en ce moment, vous pouvez décider de prendre votre cape, de l'enfiler et de vous envoler pour, à votre façon, sauver le monde, une personne à la fois. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Michel, pour cette inspirante conférence. Alors, je pense qu'il y a un appel à tous les acteurs de santé publique et du secteur des arts de la culture. On est appelés à devenir des super-héros dans nos communautés, dans nos pays, dans nos continents. Donc, le message est lancé. Maintenant, c'est à nous d'y répondre. Alors maintenant, on va passer à l'étape du panel. Nous avons 3 panélistes. On va s'intéresser davantage aux conditions de succès et aux obstacles parce que oui, on veut développer davantage, promouvoir ces pratiques dans l'avenir du point de vue de la santé publique et du côté artistique. Alors, il faut se poser les questions sur comment envisager l'avenir. Alors maintenant, je cède la parole à René qui va nous présenter les panélistes. Et n'oubliez pas de communiquer, de transmettre vos commentaires et questions virtuellement pour qu'on puisse les intégrer dans notre animation. Merci. Tout à fait. Merci, Julie. Merci beaucoup. Alors, il me fait maintenant plaisir de vous présenter les participants à notre panel interactif. Si le temps le permet, l'auditoire, comme l'a indiqué Julie, là, vous serez en mesure de poser des questions. Alors, pour les personnes qui sont en présentiel, prière d'indiquer votre intention à Julie, qui est dans la salle, et pour l'auditoire qui est en ligne, vous pouvez écrire votre question dans la salle de conversation et Julie s'assurera de nous la transmettre. Alors, nos panélistes aujourd'hui sont Jordi Balta Portoles. Il est chercheur et expert de la Commission culturelle de l'Organisation internationale de cités et gouvernements locaux unis à Barcelone. Ses domaines principaux d'intérêt sont les politiques culturelles locales et régionales, la diversité culturelle, les droits culturels et la relation entre la culture et le développement durable. Il est membre de la banque d'expertise de l'UNESCO pour la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Dr Cher Kylian Attier, il est médecin, président et fondateur de l'organisation ACDEV, fondateur et coordonnateur de l'Université francophone de Dakar en promotion de la santé. Il a été engagé dans une diversité de projets en promotion de santé au Sénégal et ailleurs en Afrique. Il a fondé et coordonné l'Université de Dakar en promotion de la santé de 2008 à 2020 avec plusieurs partenaires d'Afrique, d'Europe et du Canada. Enfin, Dr Mélissa Généreux, elle est médecin, spécialiste en santé publique et professeure agréée à l'Université de Sherbrooke. Après avoir œuvré comme directrice de la santé publique pendant 6 ans en Estrie, puis à titre de coordonnatrice de la priorité défis socio-sanitaires à Ouranos, elle agit maintenant à titre de médecin conseiller à la direction de santé publique de l'Estrie. Elle a notamment été appelée implication pendant et après la tragédie ferroviaire du lac Mégantic de 2013, ainsi que de par son soutien lors des feux du Fort McMurray de 2016, des inondations printanières de 2017-2019 et de la pandémie de la COVID-19 au Québec. Alors, monsieur, mesdames, je vais vous adresser des questions individuelles et vous disposerez de 3 à 4 minutes chacun pour y répondre. Alors, mes premières questions s'adressent à vous, monsieur Portoles. Ma première question, à partir de votre vaste expérience dans le domaine, quelles sont les conditions de succès pour bien soutenir les interventions? Et ma deuxième question, quels sont les principaux obstacles à la mise en œuvre de projets que vous avez observés dans le cadre de vos expériences d'accompagnement de projets? La parole est à vous, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous. Je dirais d'abord, en ce qui concerne les principales conditions de succès, je crois qu'il y a une condition au préalable qui est le fait de s'assurer qu'il y ait une égalité dans l'accès à la culture. Je crois qu'avant, Hope se référait à l'importance ou au pouvoir des arts lorsqu'il est inclusif et non élitiste et que les expériences, par exemple, que Michel nous a partagées, démontrent aussi le fait qu'il faut œuvrer afin que l'art soit accessible à tout le monde, parce que si on croit qu'à travers la participation culturelle, on peut avoir des bénéfices au niveau de la santé, du bien-être, il est important que les arts soient accessibles à tous. Je crois que deuxièmement, il est important d'avoir des attentes réalistes. C'est que sur ce que les arts peuvent
contribuer dans le sens de la santé et du bien-être. Le rapport du Bureau européen de l'OMS, auquel Hope faisait référence avant, nous parle aussi du fait que les arts et la culture ne peuvent pas être vus comme des palliatifs universels, mais que par contre, ils peuvent avoir des effets très positifs dans certaines circonstances pour certains problèmes de santé. Et il faut, je crois, avoir des cadres très précis dans ces sens. Troisièmement, je crois qu'il y a aussi un facteur très important qui est de faire attention à la qualité du travail artistique, s'assurer que soit par la participation des professionnels et des personnes bien formées dans ces domaines, mais aussi à travers des méthodologies qui sont utilisées, de la durée des processus, etc., que le travail artistique lui-même soit de bonne qualité. Et un quatrième facteur, je crois que c'est le fait de créer un écosystème de mesures. Ce qu'on trouve assez souvent, c'est que, en ce qui concerne la relation art et santé, il y a beaucoup de projets pilotes, projets à petite échelle. Mais c'est important de complémenter ces projets sur le terrain avec des cadres politiques plus permanents et qui assurent une continuité. Et cet écosystème doit aussi intégrer des espaces de recherche, des espaces de formation et des espaces de mise en réseau. Je crois que cette combinaison de ces plusieurs éléments, qui est un des éléments qu'on avait identifié lors d'un rapport sur la danse et la santé auquel j'avais participé l'année dernière pour le European Dance House Network, et dont Michel parlait aussi avec l'exemple de Bassano di Grava il y a quelques minutes. En ce qui concerne les principaux obstacles, je crois que d'abord, on parle pas seulement des pratiques artistiques, mais plutôt des cadres culturels. Je crois qu'il est important d'avoir une sensibilité vers les facteurs culturels qui peuvent, par exemple, affecter l'accès aux institutions sanitaires pour certains groupes de la population et d'être en disposition d'adapter les méthodologies aux groupes cibles et aux cadres spécifiques dans lesquels on est en train d'intervenir. Ça, c'est un des points que le boîte à outils Culture 21 Action, le cadre élaboré par l'Organisation des gouvernements locaux unis sur les rapports, sur la relation culture et développement durable, met l'accent. Un autre obstacle, c'est souvent le manque de cadre permanent de dialogue entre les professionnels et les institutions de la culture et de la santé. M. Cormier parlait auparavant de l'importance de la convergence entre les cadres. Et effectivement, c'est très important, mais ça n'existe pas toujours. Donc, souvent, c'est un obstacle. Et oui, je crois que pour le moment, je vais m'arrêter ici. Et en tout cas, je vais Merci. plus tard. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Portales. Vous respectez bien le temps qui vous a été imparti, donc on apprécie cela. Maintenant, Docteur Attier, deux questions pour vous. Monsieur Portales l'a abordé légèrement. Là, est-ce important de tenir compte donc de la culture, c'est-à-dire la langue, les traditions, les croyances, les rites, les coutumes, quand on intervient en promotion de la santé? Et si oui, alors expliquez-nous pourquoi et quels sont les bénéfices que vous avez observés. Ça, c'est ma première question. Et je vous pose d'emblée la deuxième question également. La deuxième question, pouvez-vous nous donner des exemples de pratiques artistiques et culturelles pour rejoindre et faire participer les différents groupes de la population? Dans l'Université de Dakar en promotion de la santé, vous faites appel au théâtre, notamment pour démarrer et stimuler des réflexions liées à la santé. Nous serons heureux de vous entendre à ce sujet. Alors, Docteur Attier, la parole est à vous. Nous ne vous entendons pas.
Docteur Atier, nous ne vous entendons pas. Alors, il semble... Sur votre Allô, micro. Bon. Ah, là, ça y est. Là, ça y est. On vous entend maintenant. Allez-y. Oui. Ok, d'accord. Je disais que il y a une perception culturelle de la santé selon les communautés. La façon dont nous représentons la maladie est différente de celle dont les Canadiens et d'autres communautés se représentent cette maladie. Je crois que la culture est extrêmement importante. La langue, nous travaillons avec des communautés, et avec ces communautés, même si ces communautés parlent la langue officielle qui est le français, on s'est rendu compte que nous adresser aux communautés dans la langue qui est la leur permet de mieux percevoir les messages que nous voulons transmettre. Et de ce fait, il faut aussi tenir compte d'autres aspects, parce que je vais aller vite compte tenu du temps qui m'est imparti, pour dire que dans notre communauté, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la santé, surtout de la santé de la mère, de l'enfant, sans parler de la belle famille, qui joue un rôle extrêmement important dans la santé de la belle fille. À titre d'exemple, tout simplement, aujourd'hui, quand la femme accouche, dans beaucoup de communautés au Sénégal, elle est obligée de se rendre chez sa maman qui devra prendre soin d'elle et de son bébé. Donc, si cette belle maman-là n'est pas formée en fonction de la santé, si elle ne connaît pas les aspects liés à la santé de sa fille et du nouveau-né, comprenez que ça posera un certain problème. D'où il y a une nécessité de tenir compte de ces aspects culturels. Les grandes causes de mortalité maternelle et infantile et de mortalité maternelle, aujourd'hui, on les appelle les 4 R au Sénégal. Les retards dans la prise de décision au niveau de la famille. Donc, très souvent, avant de prendre une décision, il faut attendre que le mari soit là. Mais il faut attendre que la belle maman puisse donner son nom. Tout ça, c'est des aspects qui, aujourd'hui, peuvent nuire à la bonne santé de la famille. Pendant très longtemps, au Sénégal et dans certains pays, on a cru que pour promouvoir les programmes de planification familiale, il fallait davantage s'adresser aux femmes. Et on s'est rendu compte que les maris, les belles familles aussi, avaient leur mot à dire quant à l'utilisation de la contraception par la famille. Les femmes, les familles, la société, dans un certain temps, il y a un certain moment, ça a changé certainement maintenant, considérer la planification familiale des femmes faisant la planification familiale comme étant celle qui voulait avoir une vie sexuelle libre, donc pouvoir faire ce qu'elle faisait. Qui promeut aujourd'hui dans notre société l'excision, si ce n'est que la famille. Et maintenant, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu des campagnes qui ont été menées pour amener ces exciseuses à comprendre réellement quel est le danger qu'ils fait et que c'est conciliable avec une bonne santé de la famille, de la mère, parce que c'était quelque part très traumatisant pour ces femmes, pour ces filles qui étaient très tôt excisées. Je ne veux pas aller vers beaucoup plus d'exemples, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il faut davantage parler avec les familles, utiliser les créneaux qui existent, les circuits de l'information au niveau de la communauté. Quand nous venons, il ne faudra pas qu'on vienne avec une méthode moderne de communication. Il faudra qu'on se dise qu'au niveau de la communauté, il y a d'autres méthodes de communication. Il y a des porte-voix. Et ces porte-voix ont une façon de parler. Donc, on utilise ces personnes-là, on utilise ces canaux-là pour dire que, voilà, pour atteindre ces communautés, les méthodes qu'il faudra utiliser. Et le langage, les messages qu'il faudra utiliser, calqués sur leur représentation sociale qui nous permettront d'atteindre ces populations. Par rapport aux exemples que nous avons eu à mettre en œuvre dans notre organisation, vous l'avez dit tout à l'heure, nous organisons depuis 12 ans l'Université de Dakar en promotion de la santé. Aujourd'hui, nous en sommes à 3000 participants et l'introduction consiste à jouer un théâtre forum sur des thématiques d'actualité qui nous permettent d'aborder certains sujets extrêmement importants. Par exemple, vous savez, aujourd'hui, l'avortement est interdit au Sénégal. On amène les gens à discuter sur l'avortement à travers une représentation théâtrale, donc qui incite les gens à travers des
des exemples de leur vie quotidienne pour leur montrer est-ce que c'est important de permettre aux gens qui en ont besoin de faire l'avortement. D'autres sujets aussi, est-ce qu'on doit libéraliser la pratique de la planification familiale, sachant qu'au Sénégal, les femmes qui ne sont pas en union, surtout les jeunes filles, n'ont pas le droit à pratiquer la planification, la contraception. De la même manière, on utilise aussi ce que nous appelons les badienogores, qui sont des femmes marraines de quartier. La badienne, c'est la sœur du mari, donc c'est la tante des enfants. Elle a un certain pouvoir dans la société et dans la famille, en ce sens qu'elle peut décider souvent et contraindre son mari à respecter ses décisions. Ces badiennes, on les utilise pour lutter contre les violences de genre, on les utilise pour lutter contre les mariages précoces, pour donc amener à concilier les familles. Donc, et aujourd'hui, elles sont reconnues au niveau national. Il y a un programme qui a été mis en place au niveau national, lancé par l'ancien président de la République, qui a donné une certaine notoriété à ces badiennes. Les griots, c'est des communicateurs traditionnels que nous employons aussi. C'est des personnes qui sont dotées d'un certain pouvoir de communication, qui connaissent l'histoire des familles et qui aujourd'hui se permettent, je ne sais pas, il y a un équivalent en Europe, en France, qui peuvent s'exprimer librement sur tous les sujets. Par exemple, quand on invite un griot dans un baptême, dans un mariage, et nous, on forme le griot d'abord, et lui, librement, que ce soit chez le marabout, qui souvent est une autorité devant laquelle on ne peut pas parler librement sur certains sujets tabous, comme la contraception, comme la sexualité, eux, ils peuvent se permettre de le faire. Donc, ils le font aisément. Donc, alors, ils peuvent venir dans un mariage et dire, ah voilà, vous allez vous marier. Attention, ne vous mettez pas à faire des enfants comme vous voulez. Faites la contraception. Ou bien, donc, des sujets de ce genre, on les amène à comprendre quels sont justement les messages que nous voulons faire passer, et eux, ils le font passer facilement. Nous travaillons aussi très souvent dans les salons de coiffure. Nous allons dans les salons de coiffure pour former justement ces coiffeuses. Les femmes aujourd'hui, il y a même les jeunes, quand ils vont pour se marier, n'importe quelle cérémonie, donc se retrouvent dans les salons de coiffure, où les jeunes coiffeurs qui sont formés, ou les jeunes coiffeuses qui sont formées, se mettent aussi à leur donner, à ouvrir une discussion spontanément sur ces questions-là et leur permettre quand même de comprendre les questions de santé. Aujourd'hui, avec ces méthodologies, nous avons pu quand même atteindre ces populations en utilisant justement ce savoir traditionnel, en utilisant ces acteurs qui sont au niveau communautaire pour arriver à faire changer beaucoup de choses. Je ne voudrais pas m'allonger. J'ai encore beaucoup de choses à dire. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Dr Attier. Merci beaucoup. Ces exemples sont assez inspirants. Merci. Donc maintenant, Dr Mélissa Généreux. Alors, les deux questions pour vous. Quels sont les bénéfices sur le plan de la santé et du bien-être des populations de miser davantage sur ces croisements entre les arts, la culture et la promotion de la santé? Pouvez-vous nous donner des exemples de pratiques en promotion de la santé qui misent sur la culture et les arts comme stratégie pour rejoindre des populations, les faire participer pour augmenter l'efficacité des interventions? Et ma deuxième question pour vous est la suivante. Comment ce travail intersectoriel entre le secteur de la santé publique et le secteur des arts et de la culture peut-il être davantage reconnu et soutenu? La parole est à vous. Des grandes questions. Merci beaucoup. J'ai parti mon chronomètre parce que 4 minutes, ça relève du défi pour répondre à ces importantes questions-là. C'est sûr que je ne répéterai pas ce qui a été dit dans nos formidables présentations, mais on a vu que
à peu près toutes les formes d'art sont bénéfiques pour la santé et le bien-être de la population et qu'on parle de bien-être autant sur le plan physique, psychologique, social, développemental et comportemental. Donc, pour moi, je suis une vendue et pourtant, ce n'est pas sur les bancs d'école en médecine qu'on a appris ça. C'est vraiment, pour ma part, du moins, à travers mon expérience terrain en contexte de crise. Donc, on en a parlé un petit peu tantôt de lac mégantic, la tragédie qui est survenue en 2013 et devant un peu le caractère complètement exceptionnel de ce qu'on a vécu, on a dû sortir des sentiers battus. On s'est dit qu'à situation extraordinaire, on devait trouver des solutions extraordinaires, donc un peu ouvrir nos horizons, nos cadres habituels en santé publique. Et c'est là qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à donner du sens à ce qu'ils ont vécu, à l'inimaginable, à partager un peu cette quête de sens-là, à favoriser un dialogue, à prendre leur place comme citoyens, à se sentir unis comme communauté, comme on l'était jadis avant la tragédie. Et intuitivement, sur le coup, sans trop savoir ce qu'on faisait, on a décidé d'utiliser l'art et la culture comme étant un canal qui nous apparaissait peut-être moins menaçant pour la population pour atteindre les objectifs qui étaient visés. Donc, c'est vraiment en prenant du recul, après quelques années, qu'on s'est rendu compte que plusieurs de nos initiatives qui avaient été prometteuses avaient une composante artistique culturelle. On a fait des projets, bon, tantôt on parlait du théâtre des petites lanternes. C'est quand même un gros projet, celui-là, mais quand je dis « on », c'est pas moi ou mon équipe directement, mais bien la communauté et les acteurs qui gravitent autour. Mais bref, le Théâtre des Petites Lanternes qui a procédé à un projet d'écriture collective pour qu'on puisse se raconter notre histoire à travers une œuvre théâtrale, des projets de photographie par des membres de la communauté, photographie auquel on ajoute une voix, donc ce qu'on appelle un photo-voix, encore une fois, pour donner du sens et partager notre vécu. Des projets de projection cinématographique accompagnés de discussions par la suite, des projets d'art plastique tout simplement, d'artisanat, de peinture, de musique, de karaoké intergénérationnel. Et vraiment, ce que je retiens là-dedans, le point commun, c'est qu'on a multiplié les occasions. Oui, le projet Théâtre des Petites Lanternes est un projet plus vaste, plus complexe et jamais on reviendra en arrière. C'est extraordinaire ce qui a été fait. On ne mettrait jamais ça en question, mais je pense que c'est important aussi d'annexer des projets très simples, très flexibles, de manière à ce que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, puisse trouver sa place, aller trouver un intérêt et puisse se rallier à un des projets qui est offert à la communauté. Et comme je vous dis, le fait que ce canal-là que le culturel soit beaucoup moins menaçant, ça fait qu'on peut rejoindre, on peut être beaucoup plus inclusif, on peut rejoindre toutes les générations, toutes les cultures, peu importe le niveau socio-économique. Donc, c'est vraiment ça qui est extraordinaire. C'est le caractère un peu plus universel et à portée de tous et de toutes qui nous a beaucoup séduits à Lac-Mégantic. Donc, peut-être mes petits conseils, je vous dirais, pour mes collègues de santé publique ailleurs au Québec, au Canada, dans le monde, qui sait, c'est de dire que si ça a fonctionné en contexte de crise, je me dis que ça pourrait fonctionner en contexte régulier, n'est-ce pas? Et de toute façon, est-on vraiment en contexte régulier? On est dans un contexte, une ère post-pandémique qui s'amorce. Donc, on a toute la planète a été exposée à une crise sans précédent. Donc, pour toutes ces raisons-là, par pitié, utilisez ce savoir-là qu'on a développé partout sur la planète. Et moi, ce que je vous recommande vivement à tout le monde, c'est de vous ouvrir à l'inconnu, à un langage qu'on ne connaît pas, celui de l'art et de la culture, à nous laisser emporter dans un univers qui n'est pas le nôtre, à reconnaître les richesses et toutes les forces que les artistiques et les artistes peuvent nous apporter. Ils demandent juste ça, de vouloir collaborer avec nous puis pouvoir faire partie de la solution. Donc, on parle souvent d'environnement physique, d'environnement économique, d'environnement social comme étant d'importants déterminants de la santé, bien, pourquoi pas systématiquement inclure aussi les environnements culturels qui, à mon avis, sont tout aussi importants. Sinon plus, je ne le sais pas, mais tout aussi importants. Et cessons de nous poser des questions du genre « Est-ce que ça devrait être payé par la culture ou par la santé? Est-ce que c'est vraiment à nous de porter ce projet-là ou pas? » On ne fait pas ça pour la lutte à la malbouffe dans les cafétérias d'école. On ne fait pas ça pour les pistes cyclables ou la construction d'espaces verts. Donc, arrêtons de se poser ces questions-là. Plongeons sans retenue et je pense que ça peut donner des petits projets formidables un peu partout au Québec comme ce qu'on a vu à Lac-Mégantic. Merci, merci beaucoup. Merci à vous trois, les panélistes. Je sais que c'est un peu difficile dans 4 minutes de résumer tout
tout ce que vous avez à dire. Alors, on va quand même ouvrir, et Julie, je vais compter sur vous là s'il y a des questions qui ont été identifiées. On va ouvrir maintenant pour que l'auditoire puisse peut-être vous poser des questions spécifiques et à la toute fin, j'aurai peut-être une dernière question pour chacun d'entre vous. Alors, Julie, si vous avez des questions qui viennent de l'auditoire, vous pouvez nous les transmettre peut-être. En fait, on serait arrivé à l'étape de conclure avec notre dernière question aux panélistes parce qu'on n'a pas de questions de la part des participants. Très bien. Alors, on peut... Très bien. Alors, il nous reste 2 minutes pour conclure. Bon, alors je vais vous demander de conclure, chers collègues, chers panélistes, là. Si vous aviez chacun, là, vous aviez le pouvoir de changer les choses demain matin et que vous aviez 2 ou 3 priorités là pour promouvoir et soutenir le croisement de ces pratiques qui font converger les arts, la culture et la promotion, qu'est-ce que ce serait? Donnez-nous là vos 2 ou 3 priorités, mais très brièvement, s'il vous plaît. Je vais commencer donc par vous, Madame. Donc, par vous, docteur. Oui, allez-y. Généreux. Pardon. Oui. En fait, je pense que l'investissement, il faut avoir des fonds. Là, je parle pour le Québec, un fonds conjoint, ministère de la Culture, ministère de la Santé, qui vient vraiment donner la chance de financer, d'évaluer des projets un petit peu partout, le co-construit, secteur culturel et de la santé, peut-être avec des orientations aussi très claires de nos instances ministérielles pour inviter le réseau de la santé à s'investir dans des plans d'action qui croisent art, culture, santé et pourquoi pas aussi donner du pouvoir aux communautés en développant un répertoire des initiatives prometteuses qui ont été élaborées un peu partout pour inspirer d'autres régions à emboîter le pas. Très bien, merci beaucoup, très, très inspirant. Docteur Attier, en 1 minute alors. Docteur Attier. Moi, j'insisterai beaucoup sur la... Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui, allez-y. Alors, moi, j'insisterai beaucoup sur les aspects relatifs à la recherche parce que on n'a pas encore fini de connaître vraiment toutes les facettes de la culture et des arts pour nous aider à vraiment renforcer la promotion de la santé en Afrique. Et je crois que de ce point de vue, si on arrivait à faire de la recherche interventionnelle, à la formation et à amener des pouvoirs dans le cadre des programmes de santé communautaire à développer ces aspects-là, je suis sûr et certain qu'on arriverait très rapidement à des résultats plus probants. Merci, docteur Attier. Très, très, très bon point, effectivement, la recherche. Pour terminer, Monsieur Portolès. Oui, je dirais, d'une part, avancer vers des programmes plus permanents reliant la culture et la santé, au-delà des projets court terme. Deuxièmement, aborder le risque de perte d'activité collective dans le contexte post-Covid, parce que c'est à travers le lien social qu'on peut renforcer la santé et la résilience. Et finalement, s'assurer que le résultat des évaluations existantes influencent et sont intégrés dans les politiques et les programmes. Alors, merci beaucoup à vous trois. Ce fut comme toujours beaucoup trop bref, mais très inspirant. Alors, Julie, je vous cède la parole. Je vous remercie d'avoir fait appel à moi pour co-animer avec vous. Et je dirais en terminant, comme législateur ici au gouvernement fédéral, au Parlement du Canada, je crois qu'effectivement, d'encourager les ministères à travailler davantage ensemble pour que puissent converger les arts, la culture et la santé, ce sera un engagement que je prends et que je défendrai dans l'avenir. Merci beaucoup. Alors, Julie, la parole est à vous. Eh bien, pour conclure, je tiens à remercier tous les conférenciers, conférencières, les panélistes et ainsi que tous les partenaires qui ont été associés à l'organisation de cette sous-plénière, donc notamment la Commission de la culture de l'Organisation mondiale de villes et gouvernements locaux unis, l'Institut national de santé publique, l'Association pour la santé publique du Québec, Culture pour tous et également le Bureau régional Amérique du Nord de Louis Pesse. Donc, merci à tous ces partenaires qui ont été associés de près à différentes étapes de l'organisation de cette plénière. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite aussi de poursuivre vos lectures et vos réflexions et votre travail dans les communautés locales, dans vos pays respectifs pour intégrer un peu plus d'art et de culture dans les pratiques visant la promotion de la santé. Donc, merci et bonne fin de journée.